bonsoir. Je suis Jean-Marc Janaillac, le président de la FNEJ, et je voudrais remercier vous toutes et tous qui participez à cette conférence. Cette conférence organisée par le Cercle des entreprises de la FNEJ et BPI France Le Lab, que je remercie pour son soutien. Alors, le Cercle des entreprises de la FNEJ a pour objet de rapprocher le monde des entreprises du monde universitaire de recherche et d'enseignement consacré aux sciences de gestion. Et nous le faisons à travers des rencontres, à travers des webinaires, à travers des travaux de recherche et de travail en commun sur le terrain. Et ce soir, nous avons choisi pour cette conférence le thème du travail, parce que c'est un thème qui occupe très largement la science économique et la science de gestion, et qui occupe aussi les entreprises. Alors, on ne va pas remonter à Aristote et plus près de nous à Adam Smith, mais en gros, tous les économistes ont parlé du travail comme facteur de production. Et lorsque les sciences de gestion sont devenues une discipline académique à côté de l'économie, elle s'est aussi tout à fait intéressée, c'est normal, au travail à travers bien sûr les ressources humaines, mais aussi un certain nombre d'autres disciplines. Et par ailleurs, le monde des entreprises, le travail est central et il l'intéresse. C'est une des préoccupations principales des directions générales d'entreprise, que ce soit des entreprises de main-d'œuvre, bien sûr, mais aussi toutes les autres entreprises technologiques et pour lesquelles le nombre de personnes est moins important. Alors ce soir, dans ces deux tables rondes, où seront présents d'ailleurs de façon paritaire, à la fois des cadres supérieurs d'entreprise et des professeurs d'université, vont se confronter des idées, des opinions sur le modèle français du travail, à la fois dans son aspect juridique de droit social essentiellement, ça sera la première table ronde, et aussi dans ses modalités d'organisation, télétravail, etc. pour la deuxième table ronde, et quelle sera son évolution par rapport aux attentes, nouvelles attentes générationnelles, par rapport à la digitalisation et par rapport à la globalisation, même dans sa forme un peu atténuée qu'on vit actuellement. Donc vous voyez des débats tout à fait actuels, tout à fait passionnants. Donc je vous souhaite une très bonne soirée en compagnie de nos intervenants, et je passe tout de suite la parole à Charles Besser, qui est à la fois l'animateur du Cercle des entreprises et l'animateur de ces deux tables rondes. Charles-Henri, c'est à toi. Merci, cher président. Ça doit être la 4e ou la 5e conférence en ligne que j'anime, et j'ai le plaisir de recevoir des chercheurs émérites, des responsables d'entreprise aussi émérites. Et donc, nous allons parler du problème du travail, de la question du travail. Des thèmes que, par exemple, Pierre-Yves avait abordés il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, que tu as abordés très souvent, et puis que des ouvrages récents, par exemple le livre d'Emmanuel Duez, Où sont passés nos rêves d'émancipation par le travail, et le livre d'Antoine Fouché, Sortir du travail qui ne paie plus. Vous voyez, donc la thématique du travail est particulièrement importante. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Méda, qui est professeur de sociologie et professeur des universités à Paris Dauphine PSL. Oui, merci. On a Pierre-Yves Gomez, qui est professeur émérite à l'EM Lyon, spécialisé notamment sur les questions de gouvernance, mais aussi de travail. On a Jean-Yves Chaméra, qui est le DRH du groupe STEF, plus de 30 000 salariés dans 8 pays. Bonsoir. Et puis on a Claude Monnier, DRH du cercle Phoenix, et qui donnera quelques éléments sur son parcours. Alors, on commence tout de suite. Juste une précision avant de commencer. Vous pouvez en ligne nous poser des questions que j'essaierai de sélectionner à la fin de cette première table ronde qui va se terminer à 19h15. Donc n'hésitez pas, lorsque les intervenants vont vous parler, de poser les questions. J'essaierai de les retrouver dans le chat à côté de nous. Alors Dominique, ce thème que nous avons dans cette conférence, le modèle du travail français, spécialité, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça t'inspire? Alors, ce qu'on entend depuis
depuis un certain temps, c'est l'idée que les Français ne travailleraient pas assez. Par exemple, François Bayrou l'a repris récemment. Voilà, les Français ne travailleraient pas assez, un nombre d'heures insuffisant. Ils seraient finalement un petit peu paresseux. Les jeunes seraient encore plus paresseux que les autres. Et on aurait comme ça une sorte de crise de la valeur travail. Alors moi je pense qu'il n'en est rien. Pourquoi ? Quand on regarde le nombre d'heures, alors l'OCDE sort des statistiques. Il y a une statistique qui est le nombre d'heures par habitant. Et en effet la France n'est pas très bien placée, mais je trouve que c'est un indicateur pas très intéressant parce que ça veut dire que plus on a d'enfants, alors moins le nombre d'heures est grand, ce qui me paraît un peu bizarre. En revanche, il y a une autre statistique de l'OCDE plus intéressante qui regarde le nombre d'heures par travailleur, travailleuse. Et là, eh bien la France travaille un plus grand nombre d'heures que l'Allemagne, que la Suède, que le Danemark, etc. Mais surtout, il y a un autre argument qui est que les Français, ils sont très attachés au travail. Moi, je regarde les enquêtes sur les valeurs des Européens depuis longtemps. Les Français sont parmi ceux qui considèrent le plus que le travail est très important. Ouais. Les jeunes encore plus que les autres. Ils sont très attachés à une bonne ambiance de travail, au fait que le travail soit intéressant. Donc, voilà, je pense que les Français n'ont pas de problème avec la valeur travail. En revanche, ils ont un problème avec les conditions de travail. C'est-à-dire, il y a un paradoxe français qui est que on aime le travail, mais on voudrait qu'il prenne moins de place. Pourquoi ? À mon avis, pour deux raisons. D'une part, parce qu'il y a de plus en plus le désir de bien concilier sa vie professionnelle et sa vie privée. Et ça, c'est aussi parce que les femmes sont de plus en plus nombreuses dans l'emploi et que les hommes veulent aussi s'occuper de leur famille. Et puis, il y a un gros problème de conditions de travail. Donc, je pense que la crise que nous avons, ça n'est pas une crise de la valeur travail, mais une crise du travail. Et quelles sont les caractéristiques les caractéristiques, alors d'abord, par quoi on le connaît ? On connaît par l'enquête française sur les conditions de travail, l'enquête européenne sur les conditions de travail. Un chiffre pour l'enquête française, 37% des personnes en emploi ne se sentent pas capables de tenir dans leur travail jusqu'à la retraite. C'est une stat qui date de 2019, mais qui est sortie en 2023, en plein pendant la manifestation contre la réforme des retraites. Ouais. Et du coup, ça nous dit pourquoi c'était si violent, cette réaction contre la réforme des retraites. Parce qu'en effet, les gens qui déjà ne pouvaient pas tenir dans leur travail, 32% cadres, 39% employés ouvriers. Donc c'est assez bien réparti dans la population. L'autre enquête, c'est celle qui a été passée en 2021 par Eurofound, l'Agence européenne sur les conditions de travail. Et là, on a toute une série d'indicateurs qui nous montrent que ça ne va pas en France. Il y a un problème. Pénibilité physique et contraintes émotionnelles. Discrimination. Gros problème de reconnaissance. Une forme de mépris. On y reviendra d'ailleurs. Voilà. Reconnaissance. Ouais. Je ne suis pas payé à ma juste valeur. Juste un chiffre là-dessus. 68% en Allemagne considèrent qu'ils sont reconnus, payés à leur juste valeur, à la mesure des efforts qu'ils fournissent, 45% en France. Un problème de consultation, les gens ne sont pas consultés, y compris, moi j'ai fait des enquêtes, y compris quand on vient changer quelque chose sur leur bureau, sur leur espace de travail. Et ce qu'ils remettent en cause, et on est bien dans notre sujet je crois, c'est le management par le diplôme, des cadres qu'ont fait les grandes écoles qui arrivent, qui sont incapables de connaître le travail réel que font les gens. Donc management fondé sur le diplôme et management par les chiffres. Mais ça, les managers aussi s'en plaignent. Le reporting permanent, je dois exhiber mes performances, etc. Pierre-Yves va nous en dire un mot, voilà. Certainement. Donc, une fois... Alors, il me semble que ce qui est très important, c'est de reconnaître ces questions, d'arrêter d'avoir un déni. Il y a un déni sur ces questions parce qu'une partie des personnes disent « Ah oui, mais c'est parce que les Français sont grincheux ». Et donc, ces enquêtes, elles ne font que refléter le caractère grincheux des Français. Je crois que ce n'est pas vrai du tout. Il faut qu'on prenne ce problème vraiment au sérieux. Et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ensuite ? Il y a pas mal de propositions dans la recherche qui montent là-dessus. Par exemple, Thomas Coutreau et Coralie Pérez, ils proposent un droit à la parole des salariés sur leur travail, sur le temps de travail. Je trouve ça intéressant. Voilà. Et vous parliez également, lorsqu'on a préparé, de classification. Oui, je pense qu'il faut ouvrir le chantier des conditions de travail, ouvrir le chantier des classifications, parce qu'on sait très bien qu'il y a des métiers très essentiels qui sont très mal payés, que des compétences qui sont considérées comme naturelles, féminines, sont moins rémunérées que des compétences techniques, et puis ouvrir le chantier du partage du pouvoir dans l'entreprise. C'est d'ailleurs ce que vous disiez, vous vous souvenez du début de la pandémie, en mars 2020, j'avais renoté finalement les boulots les plus importants étaient les plus mal payés. Absolument, et ça c'est quand même une sorte de scandale. Alors, Pierre-Yves, deuxième intervenant académique pour cette table ronde.
qu'est-ce que ce thème du modèle français du travail t'inspire? T'a inspiré? M'inspire d'abord un large accord avec ce que vient de dire Dominique, mais je ne le prendrai pas de la même façon. Je crois qu'il y a deux malentendus sur le travail. Le premier, c'est qu'on confond travail et travail professionnel. Travail et emploi. Et on a tendance à opposer le travail au loisir. Comme si tout ce qui n'était pas travail professionnel était loisir. Et en fait, il y a une part très importante du travail qui est non professionnel. On l'estime à 40 heures, en gros, pour 40 heures de travail professionnel, il y a 40 heures de travail non professionnel. Depuis le travail domestique jusqu'au travail du consommateur. Travail du consommateur qui, par parenthèse, c'est une partie de l'ancien travail professionnel qui a été externalisé par les entreprises et ce sont les consommateurs qui le réalisent. Hein, quand on remplit des fiches ou quand on va prendre son billet de train sur des distributeurs automatiques ou sur Internet. Donc, premier malentendu, si on se focalise trop sur le travail professionnel sans voir l'ensemble des offres de travail, si je puis dire, qui sont à la portée du travailleur en entreprise, on rate en fait la concurrence dans laquelle sont aujourd'hui les entreprises, qui est une concurrence avec d'autres formes de travail qui sont extrêmement intéressantes. Et là, je suis tout à fait d'accord avec Dominique, les Français ne sont pas moins travailleurs ou plus grincheux que les autres. Simplement, il y a une attractivité d'autres formes de travail qui est aujourd'hui très forte. Alors pourquoi le travail en entreprise ou dans les organisations est moins attractif? Bon, c'est relativement documenté, tu as fait référence à mes travaux. Financiarisation, à partir des années 80, capitalisme spéculatif, financiarisé, les entreprises deviennent des tableurs. Et donc, le travail est invisibilisé par les reportings et les chiffres. Le travail tel qu'il se réalise, le travail réel, disparaît. Deuxième raison, la digitalisation. La digitalisation fait sortir une partie des moyens de production de l'entreprise et les mêmes travailleurs, lorsqu'ils sortent de l'entreprise pour travailler de façon différente, utilisent les mêmes outils, téléphone portable et ordinateur. Et donc, il y a un flou de la frontière de l'entreprise qui rend le travail en entreprise, le travail emploi, beaucoup moins clair qu'il ne l'était. La machine-outil, ça fixait sur les chapines quelque part. L'ordinateur, on travaille à distance, on travaille dans le métro et on travaille pour différentes raisons. Jusqu'à 25% du travail en entreprise se fait sur des sujets qui ne concernent pas l'entreprise. Et en sens inverse. Chez soi, on travaille pour l'entreprise alors que... Oui, et puis évidemment, le développement phénoménal du télétravail à partir de mars 2020 a explosé. Contribue toutes ces frontières. Et puis la troisième raison, donc financiarisation, digitalisation, c'est ce que j'appelle la sociétalisation. Les réseaux, la diffusion de la connaissance due au digital plus fort individualise, a multiplié les lieux producteurs de sens dans la société. Il y a énormément de lieux à partir duquel... Les formes de travail, les travails, pas les travaux, les travails peuvent faire sens. Et donc on peut donner du sens extrêmement fort grâce à des réseaux, grâce à des communautés Internet, à des formes de travail qui ne sont pas des travails d'entreprise. Jusqu'à une date relativement récente, l'entreprise avait le monopole du sens au travail. C'était la production, c'était le progrès, vous savez, y compris chez Marx. La production, c'était la production collective. Ça avec la sociétalisation, ça s'est affaibli pour le moins. Et aujourd'hui, la grande crise du sens au travail, pour moi, c'est une crise d'essence. C'est parce qu'il y a tellement de lieux dans lesquels on peut donner du sens au fait de travailler, que le sens qui est donné dans l'entreprise, il ne va pas de soi. Et si l'entreprise ne prend pas soin de donner du sens, ça ne va pas du tout de soi pour les travailleurs. Merci Pierre. Alors là, Jean-Yves, tu as une tâche redoutable, c'est de réagir à ce que tu viens d'entendre. Merci Charles-Henri. Moi, la première chose que je voudrais dire, c'est que je suis tout à fait d'accord sur un point. Je ne crois absolument pas que les Français, qu'ils soient jeunes, d'âge moyen ou vieux, soient moins travailleurs. Alors ça, je n'y crois vraiment pas. Et j'en veux pour preuve l'investissement que moi je constate dans nos organisations. J'aurais même tendance à penser, si on fait un petit focus sur les jeunes, qu'ils ont un taux d'investissement, ils ont un investissement extrêmement fort. Ouais. Après, il peut passer par des manières d'envisager les choses qui peuvent dérouter des gens plus âgés, mais leur investissement, pour moi, il n'est pas en jeu. Il y a deux sujets que j'aurais aimé peut-être rajouter sur peut-être les spécificités françaises. Je pense qu'il y a une première spécificité qui est le travail intensif. Oui. Je pense que j'ai le sentiment, moi, à travers ce que j'ai vécu depuis
j'ai envie de dire depuis 25 ans, que finalement le travail en France est considérablement intensifié, parce qu'on a fait le choix peut-être d'une durée du travail plus courte. En revanche, il a bien fallu compenser par de la productivité et par des méthodes qui sollicitent beaucoup plus les collaborateurs. J'ai beaucoup d'années d'expérience, mais je vois quand j'étais dans l'industrie, on est passé d'une durée du travail qui était finalement assez prévisible. Les personnes arrivaient au travail, ils savaient combien de temps ils allaient travailler, ils connaissaient leur poste, à l'introduction de process de modulation, de flexibilisation, qui avaient leur sens économiquement quand il fallait, entre guillemets, rattraper une réduction du temps de travail, mais qui du coup ont considérablement accru les contraintes sur les salariés, parce que moins de prédictibilité, je ne sais pas nécessairement à quelle heure je vais repartir de mon travail, toutes choses qui finalement brouillent, alors qui ont brouillé le collectif, ça a été dit, qui vont brouiller également l'identification et sa propre contribution. Et ça, c'est la transition. Je pense qu'un des points essentiels, c'est dans certaines situations, la perte du sentiment de ma contribution, quelle est-elle? Ma contribution personnelle, ma contribution dans l'équipe. Et moi, véritablement, ce qui me frappe, et on y est très attentif, et moi j'y suis très attentif, c'est vraiment ces deux sujets. Attention, alors, comment finalement on arrive à compenser cette intensification? Ça rejoint les conditions de travail dont vous parliez. Hein. Et puis, comment les gens sont pénétrés, le terme est fort, mais ont bien conscience de leur rôle, de leur utilité, de leur contribution. Alors, parfois, dans des organisations qui sont complexes, quand vous rentrez dans des organisations internationales, matricielles et autres, et là, on perd facilement le sens de sa contribution, et je pense que ça peut largement brouiller le rapport au travail. Et je rajouterai un troisième point, la reconnaissance de l'effort. Vous avez parlé de reconnaissance. Il me semble que ce qu'on a connu depuis les 25 dernières années, finalement, a brouillé un peu le lien direct et à court terme. Je fais un effort. Comment est-il reconnu / récompensé? On peut y mettre tous les termes qu'on veut, parce que aujourd'hui, c'est plus diffusé. Je reviens sur les modulations. Je fais des heures supplémentaires, oui, mais écoute, ça se passera à la fin de la période et on viendra te voir pour te dire si finalement il y a plus d'heures ou il y en a moins. En revanche, l'effort que j'ai fait au quotidien ou ponctuellement, je n'en ai pas nécessairement vu la reconnaissance. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs en ressources humaines depuis une trentaine d'années, c'est le passage d'une logique de l'égalité, d'ailleurs, cette logique est portée par les partenaires sociaux, à juste titre, vers une logique de l'équité. Les jeunes sont beaucoup plus sensibles à cette question de la reconnaissance, effectivement, de leur contribution. Alors, Claude, tu nous parles un peu de ton expérience et surtout la réaction par rapport à cette question du travail dans un secteur, parce qu'on peut le dire, tu as été pendant 12 ans DRH de Sony Music. Dans le monde du spectacle et de la musique, ça doit être assez intéressant. Oui, très intéressant, et nos échanges m'amènent à vouloir réutiliser une façon d'analyser le travail qu'on a un peu laissé de côté. C'est la différence entre le travail prescrit, le travail réel, et j'irai jusqu'au travail ressenti, avec la perception qu'on peut en avoir. Et il est vrai, quand on est dans une industrie créative, culturelle, on peut penser qu'il y a un écart parfois entre le prescrit, le réel et le ressenti. Et les concepts qui ont été partagés, les constats, les conclusions que vous avez partagées me font aussi penser à un concept philosophique qui est le pharmacon. J'ai l'impression que le travail, c'est un peu à la fois le remède et le poison. C'est quelque chose qui nourrit nos identités professionnelles et qui en même temps parfois nous met dans des conditions un peu de vulnérabilité. C'est quelque chose qui peut être valorisant socialement et nous donner un statut. Et en même temps, c'est quelque chose de relativement extractiviste. Je fais l'analogie avec les travaux de Bruno Latour. Aujourd'hui, le travail peut avoir parfois une séquence extractiviste. Ça nous demande plus d'énergie que ça nous apporte quelque chose. On va donner plus que ce qu'on va recevoir. Et cette notion de don, de contre-don, dans une logique d'économie quaternaire, là c'est les travaux de Michel de Bonneuil auxquels je pense, il y a des choses qui sont en train de se déséquilibrer. Et j'aime beaucoup les mots qui ont été utilisés. Je trouve que cette grammaire de reconnaissance, on a parlé des rémunérations grâce à Dominique, c'est vrai que le prix c'est le salaire, et qu'aujourd'hui on a plus besoin de parler de valeur, et que la notion de rémunération collective, de rémunération indirecte, ou des rémunérations contributives, j'espère qu'elle va nous amener à passer d'une logique extractiviste à un travail plus régénératif. Je pense à la justice restaurative. J'aimerais beaucoup qu'on aille sur un domaine du travail qui soit régénératif, et pour l'individu et pour les collectifs. C'est la logique de faire société, dans un système de répartition français, puisqu'on a bien parlé du modèle français. Eh bien, une question qui n'était pas prévue, mais que je vais commencer à te poser, c'est, tu as eu dans ton expérience, notamment chez Sony Music, pendant 12 ans, des populations très très différentes.
les stars, les artistes, on va dire, et puis d'autres. Oui. Comment on arrive à refaire collectif quand on a des populations très 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 éloignées en termes de statut, de reconnaissance, de salaire, de rémunération, etc. De régimes spéciaux, de conventions collectives, la hiérarchie des normes, les enjeux réglementaires. C'est la question la plus simple et la plus difficile que tu pourrais me poser, Charles-Henri. Je vais répondre simple. Ce qui a été l'équation qui nous a permis de résoudre cette situation, c'est la culture. Les industries culturelles, elles reviennent à quelque chose que je considère d'essentiel pour faire société, c'est la culture. Que cette culture soit musicale, que ce soit les arts majeurs ou les arts mineurs, on pourrait évidemment philosopher longtemps sur le sujet. Si je pense que le travail est une valeur cardinale et structurante de notre société, avec notre approche très universaliste de la répartition, je crois que la culture, c'est le deuxième pilier, c'est la deuxième balise cardinale. Et si je continue dans les analogies un peu maritimes, je pense qu'elle est quelque chose vers quoi on doit tendre. C'est que partager une culture, partager une grammaire, partager des valeurs, partager une éthique, c'est quelque chose qui va renforcer notre société plutôt que la diviser. Or, aujourd'hui, la division des tâches dans le travail, je pense, est un sujet. Mais ça veut dire que les populations, je parle des techniciens, de tous les métiers invisibles, qui en fait, avaient le même type de reconnaissance que les artistes, d'une certaine façon. Oui, Charles-Henri, on a parlé du prescrit, du réel et du ressenti. Je vais parler de ce qui est utile, de ce qui est nécessaire et de ce qui est essentiel. Nous avons une équipe qui fait la captation de notre conférence-là, qui sont derrière les écrans. Sans eux, il n'y a pas de captation. Il n'y a pas les 300 personnes, les 500, les 1000 personnes qui nous regardent, ne pourraient pas avoir accès à notre contenu. Or, ces métiers-là, on ne les voit pas. On nous voit, nous 5, comme si nous étions les responsables de la création de la valeur de cette conférence. En fait, non. C'est un travail d'équipe. Et ce travail d'équipe, il n'a de sens que si cette régie, si ce métier technique s'occupe de nous. Et nous, le contre-don, c'est qu'on leur permet de partager notre réflexion qui va s'enrichir avec la façon dont on va débriefer avec eux. C'est ça aujourd'hui le travail, à mon sens, le collectif au travail et non pas le travail collectif. On voit l'expert en plateau TV. Alors, mes amis, comment peut-on recréer du collectif finalement dans ces situations un peu, je dirais, relativement explosées qu'on consacre sur le travail réel? Est-ce que vous avez envie de répondre? Ce qui est compliqué, je voulais juste avant dire mon accord total avec intensification, le fait de voir sa contribution, c'est très important. Moi, dans toutes les enquêtes que j'ai faites, en effet, des gens qui disaient avant je travaillais en usine, je savais pas à quoi ça servait ce que je faisais. Et ce bâtiment-là, j'ai contribué à le construire, je suis fière. Donc faire quelque chose dont on est fier. Et le troisième point, la reconnaissance de l'effort. Comment faire collectif? Le problème, c'est qu'on a des dispositifs qui font de plus en plus exploser les collectifs de travail. Des entreprises qui individualisent les primes beaucoup et qui vont mettre des gens dans un endroit. C'est vrai que le télétravail n'a pas arrangé les choses. Donc, reconstituer des équipes qui doivent être là aussi en présence et autour d'objectifs partagés, mais d'objectifs concrets, c'est absolument essentiel. Qui arrive? J'ai envie de... Vraiment, on est trop d'accord, tous. Ouais. C'est dommage. Enfin, c'est comme ça, mais tant mieux. Ça veut dire qu'on doit dire des choses qui sont à peu près valables. Moi, je pense que le collectif, il ne faut pas aller trop vite sur les solutions concernant un collectif. Il faut revenir à ce que signifie le travail pour un collectif. Et pour reprendre la description qui a été faite ici de cette émission, de cette façon dont ça se compose, en fait, notre travail ici englobe l'ensemble des travails, encore une fois, je prends cette expression-là pour dire des travaux, des travaux de chacun. Et c'est ce tout qui fait le travail. Et reprendre conscience de ça, comme on l'a fait à l'instant, dans des processus complexes, et c'est pas simple du tout, mais de telle façon qu'à un moment donné, on peut dire, ce bâtiment, alors c'est rarement ce bâtiment, mais ça peut être ça, c'est nous qui l'avons fait. Pas c'est moi qui l'ai fait, c'est nous qui l'avons fait. Le collectif, c'est se recompose à partir de la dimension collective du travail. Et tu inclurais dans le collectif également la centaine ou plus de personnes qui nous regardent en ce moment ou pas? Ça fait partie de l'écosystème? On va voir avec les questions. Non mais bien sûr. Sans quoi ça signifierait que cette émission, cette table ronde, elle se donne à elle-même comme public. Donc le public fait partie de notre... Enfin, si on parle, c'est bien parce qu'on pense qu'il y a un public. Donc il est inclus. D'où, par parenthèse, le travail du public ici, qui est un travail non professionnel. Dont je fais référence. On voit bien que c'est beaucoup plus large, le travail, que le simple travail professionnel. Alors,
on parlait, lorsqu'on a préparé cette session, du rôle des managers, et notamment des managers de proximité. Dans la dynamique qu'on évoque ici, d'essayer de retrouver par exemple du collectif, de faire évoluer ces situations qui sont quand même difficiles, qui ont été décrites, quel peut être le rôle des managers, et en particulier des managers de proximité, Jean-Yves? Alors, c'est un sujet, c'est drôle parce que je crois que j'en ai entendu parler depuis que je travaille, donc ça remonte. Mais ça vraiment, alors sous des formes assez différentes parce que j'ai connu pas mal de modes managériales, on va le dire comme ça. Mais à chaque fois, finalement, on arrive sur, c'est comme l'entonnoir. À la fin, on tombe sur le petit goulot, et le petit goulot, en général, le goulot d'étranglement, c'est le manager de proximité, auquel on demande à peu près tout et son contraire. Hein, on va lui expliquer que quand même, il faut qu'il soit proche de ses équipes, notamment pour créer l'identification collective dont on parlait. Bon, en même temps, c'est bien qu'il puisse redescendre tout ce qu'on peut lui demander en termes de performance et ainsi de suite. Et puis, il va faire du report, et il en fait de plus en plus. Les malheureux, je ne dis pas par complaisance, c'est un rôle qui est extrêmement compliqué et qui peut être assez schizophrénique de mon point de vue. Et moi, je crois que l'un des sujets, finalement, la réflexion à laquelle j'arrive, et on se la pose pas mal, sur le rôle du manager de proximité, c'est comment on lui donne du temps. Et je dis ça parce que, à travers ce que j'ai décrit avant, il en a de moins en moins. Et encore moins parce que la tendance naturelle, quand vous êtes manager de manager, c'est finalement de s'assurer que tout le monde est au boulot. Ouais. Et donc, quelqu'un qui a du temps, spontanément, ça peut être un peu assez contre-intuitif. Et on peut se dire, tiens, c'est un peu, pas suspect, mais enfin, tiens, qu'est-ce qu'il fait? Or, pour moi, un manager, je parle de nos organisations, on est dans une boîte de service, il doit créer du lien. Ouais. Et pour créer du lien, il faut passer du temps avec ses collaborateurs. Tout l'enjeu, pour revenir sur ta question, le rôle du manager de proximité, c'est de créer ce collectif, c'est d'expliquer que voilà, la contribution collective, ça va être celle-ci, ça va être et de manière d'ailleurs assez modeste et concrète. Hein, c'est l'objectif de la fin de journée, c'est celui-ci. Hein, moi, j'avais été très frappé une fois. J'étais au restaurant et j'étais arrivé en avance. J'ai l'habitude en général d'arriver en avance. Et il y avait le briefing. Assuré par le maître d'hôtel, chef de rang. C'était impressionnant, factuel, concret. Il avait une parole pour chacun, expliquant, finalement, voilà, la journée va démarrer dans 20 minutes, voilà ce qu'on va faire. Le rôle du manager de proximité, c'est ça. Sauf que il ne le fera que s'il a suffisamment de temps pour le faire. Et dans nos organisations, c'est de plus en plus compliqué. Mais nous, on travaille vraiment là-dessus. Ouais. Ça me rappelle l'expérience que j'avais vue chez Sodebo, qui est quand même une entreprise que tout le monde connaît parce qu'elle sponsorise le Vendée Globe et qui fait un travail vraiment à la chaîne, où on fabrique des sandwichs, des pizzas, etc. Je me souviens de ces managers de proximité où la règle, c'était avant chaque période, 5 minutes sur le débriefing, y compris sur les ventes clients, c'est-à-dire des produits qui ont été fabriqués, vous voyez, pour redonner du sens. Dominique, tu as un rôle, tu as quelque chose à dire sur les managers de proximité? En fait, je reviens, en vous entendant, je reviens à cette idée que j'ai évoquée rapidement tout à l'heure, de droit à la parole, oui. C'est-à-dire le manager de proximité doit en effet prêter attention à chacun de ses collaborateurs, les écouter, et je pense qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Ces collaborateurs ou les gens qui constituent l'équipe. Et je pense qu'être capable de faire remonter les attentes de ces personnes, attentes de toute nature, c'est quelque chose d'excessivement important. Et ça me rappelle, je fais un petit saut avec la sociologie de Durkheim qui nous dit, de la division du travail social, que l'important, c'est que chacun puisse voir qu'il sert à quelque chose. C'est-à-dire que quand il se met sur la pointe des pieds, il voit ses autres collaborateurs et il sent qu'il participe à une œuvre commune, en quelque sorte. Bien. Tu veux réagir? Oui, en quelques mots, je pense que là, Dominique vient de souligner un des devoirs de la fonction RH, c'est la contextualisation. C'est-à-dire que je pense que nous devons, nous RH, un exercice de contextualisation vis-à-vis des managers de proximité, ce qui va leur permettre d'avoir une lecture un peu systémique de la situation. Le deuxième sujet, c'est synchrone et asynchrone. On a parlé de la temporalité tout à l'heure, de l'accélération, même du facteur d'urgence aujourd'hui dans lequel on a l'impression de baigner en permanence dans le monde du travail. Donc cette notion de synchronicité et asynchronicité est importante. Puis je pense que le rôle qu'on devrait leur permettre d'avoir et les accompagner pour ça, c'est ce rôle de marginal séquent. Hein, ils sont, selon les travaux de Crozier, le marginal séquent entre une direction générale et un corps social, et que parfois c'est des grammaires différentes. Or, le manager de proximité, c'est celui qui doit parler les deux langues et s'assurer que tout le monde se comprenne, quelle que soit la verticalité ou l'organisation matricielle. Alors, comment dire?
Oui, à tout ça, mais je me posais une question, je vous pose une question. Qu'est-ce qu'on est prêt à abandonner pour que ça marche? Parce que, par exemple, je me disais, au restaurant, je vois très bien la scène, et effectivement, la réalisation du travail est immédiate, parce qu'en fin de soirée, on voit très bien ce qu'on a fait. C'est plus compliqué, effectivement, dans les organisations bureaucratiques complexes. Très bien. Mais lorsque le manager intermédiaire passe 37% de son temps à faire du reporting, qu'est-ce qu'on est prêt à abandonner pour qu'il en passe 15, de façon qu'il consacre, effectivement, on est tout à fait d'accord. Qui va prendre la décision d'abandonner ça? Parce qu'il y a toute une structure aujourd'hui qui est organisée pour qu'il passe ces 37% de son temps en reporting. Qui va décider? Je pense que c'est le plus compliqué, clairement. Parce qu'il n'y a pas débat, en tout cas de mon point de vue, sur le fait qu'effectivement, finalement, c'est l'utilité du reporting. Il en faut. Mais entre, je vois le nombre, parfois, le nombre d'indicateurs qu'on peut demander versus le nombre d'indicateurs qu'on va réellement analyser, le gap peut être important. Donc, je serais bien incapable de répondre qui va prendre la décision. Ce qui est sûr, c'est que c'est un sujet qui doit être adressé, effectivement, mais ça met en jeu toute une chaîne. Toute une chaîne hiérarchico-managériale sur, effectivement, qu'est-ce qu'on est prêt à abandonner. Il y a vraiment un sujet de priorité. Hein. Si on considère, mais moi je porte ce discours, si on considère que le rôle de notre manager de proximité est un pivot de notre performance, et je le dis en termes économiques, qu'est-ce qu'on va être prêt à abandonner pour qu'il ait le temps de réaliser, de contribuer efficacement à cette performance. Et ça demande effectivement que chaque fonction s'interroge, parce que toute fonction qui est pénétrée de son importance, elle a besoin d'avoir ces informations, ces indicateurs, ces machins. Là, il y a eu des travaux académiques, notamment une thèse, 37% en moyenne. Un manager de proximité, 37% de son temps, c'est du reporting, et 90% des indicateurs ne sont pas utilisés. On utilise 10% des ordinateurs. Ça veut dire que si on fait le rapport, 90% et 37%, ça ne sert à rien. Donc là, il y a du temps. Mais c'est intéressant comme réponse, et par rapport à ton approche par les conditions du travail ou de travail. Parce que on peut toujours, nous, se raconter des histoires en se disant, tiens, il faudrait faire ça. Qui va décider à quel moment on décide d'abandonner un certain nombre de choses? Et les conditions de travail ne changeront pas si on n'arrive pas à cerner dans quel lieu vont être prises ces décisions-là. Je suis d'accord. Alors, nous avons beaucoup parlé des managers de proximité. Je vous propose quand même de dire un mot, parce que une des pistes que tu offrais, c'est le partage du pouvoir. Tu pourrais en dire un peu plus? Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Parce qu'on le verra dans la deuxième table ronde, on a aussi cette question qui est abordée. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir... Il me semble que si on se demande comment on pourrait améliorer le travail, non seulement les conditions de travail, mais le sens au travail, il me semble que c'est la possibilité pour toutes les personnes qui sont engagées dans une entreprise de participer à la décision qui concerne, y compris la production de cette entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise produit? Comment elle le produit? Et c'est ça qui peut redonner du sens au travail. Alors, partager le pouvoir. Comment on partage le pouvoir? Je disais qu'on a écrit un bouquin avec notamment Isabelle Ferreras, une philosophe, et que l'idée, c'est de reconnaître que l'entreprise est composée de deux parties constituantes, les apporteurs de travail, les apporteurs de capital, et qu'il faut tenter de donner le même pouvoir à ces deux... Elle parle de deux chambres, donc la chambre des représentants des travailleurs, chambre des représentants des actionnaires, leur donner un droit de veto l'un sur l'autre et qu'ils participent ensemble à toutes les décisions, pas seulement sur les petites décisions qui concernent le travail de chacun, mais y compris la stratégie de l'entreprise. Alors, ça peut sembler un petit peu utopique, mais voilà. Comment? C'est le modèle allemand. Tout à fait. La codétermination, c'est une étape sur ce chemin. C'est pas utopique. Les Allemands, il y a 50 ans qu'ils le font. Oui, mais nous, on va aller encore un petit peu plus loin. Oui, non, mais une réaction? Oui, avec plaisir sur ce sujet-là. Je pense qu'on doit se rappeler que le travail, c'est de l'intérêt général. Donc, à partir du moment où on considère que c'est l'intérêt général, je pense qu'on mobilise davantage un corps social. Si, idéalement, on met cet intérêt général au service du progrès social, je pense qu'on avance. Je souscris pleinement à l'objectif. Ce qui m'interroge, c'est la méthode. C'est que, est-ce qu'on pense aujourd'hui que dans nos organisations, toute personne a suffisamment d'informations et suffisamment peut-être de confiance en soi, d'estime de soi, peut-être même d'ailleurs pas peur de différentes représailles, quelles qu'elles soient, pour dire je veux contribuer à la décision. Parce que contribuer à la décision, c'est aussi dire en assumer les responsabilités.
Et le prix de l'échec, à certains niveaux de décision, il est à prendre par qui et assumé par qui. Et là, ça pose un autre sujet, encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le niveau de reconnaissance. Quand on est au SMIC, assumer l'échec d'une décision, c'est une chose. Quand on est à 1000 fois le SMIC, je pense que de grands pouvoirs donnent de grandes responsabilités, comme dit Spiderman. Mais peut-être que si on mettait ça en place, il n'y aurait plus cet énorme écart entre le SMIC et 1000 SMIC. J'apprécie cette notion de redistribution. Et ça rappelle un peu ce que dit Lee Edmondson, la prof de Harvard, sur la notion de sécurité psychologique. Merci. Alors, on arrive quasiment à la fin de notre échange, en espérant que j'arrive à lire les questions, parce que si on pouvait les agrandir, je ne sais pas si on peut agrandir, mais vraiment agrandir, parce que sinon je vais avoir une grande difficulté. Merci. Je crois que le plus simple, c'est de me donner un outil que je puisse lire, vous savez. On n'a pas parlé du lien entre travail et machine, mais tu as donné un très bel exemple. Où à un moment donné, la machine est incontrôlable et les travailleurs étaient obligés... Voilà. Alors, on n'a même pas prononcé les fameuses lettres IAG. La toute dernière question, réponse très courte. Est-ce qu'on peut et comment réenchanter le travail? Ça, c'est une piste pour la deuxième table ronde. On a commencé à le dire et j'ai beaucoup aimé la réflexion sur comment on passe d'une économie extractiviste à une économie régénérative. Ça me semble des réflexions très intéressantes qui sont par exemple mises en œuvre par la Convention des entreprises par le climat, des dirigeants qui essayent de comprendre comment ils vont se convertir d'une certaine manière et convertir la production de leur entreprise. Donc voilà, vraiment... faire en sorte que le travail soit mis au service d'un type de production que l'on considère important. Pour lequel, moi, je parle de reconversion écologique, par exemple. Ça rejoint le sujet de la contribution, de l'utilité ressentie, l'utilité réelle, individuelle et collective. Le grand danger, c'est de séparer. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une telle scission entre individuel et collectif. En tout cas, de mon point de vue, ça se réconcilie. Par le travail. Oui. Par le travail. Et la nature de proximité. Justement, par le travail. Je pense qu'il y a 3 dimensions du travail, donc subjectif, objectif et collectif. On a beaucoup insisté sur l'objectif, qu'est-ce qu'on réalise, mais il y a un sujet qui travaille et puis il y a un collectif. Alors moi, comment réenchanter? Je réenchanterai par le collectif. Et je cite toujours Saint-Exupéry à ce moment-là, être homme, c'est se réjouir de la victoire qu'ont remporté les camarades. Et je voudrais réhabiliter le mot camarade. Alors on va dire, attention, camarade, c'est celui qui est dans la même chambre, c'est celui qui fait, chambre commune. C'est-à-dire les dortoirs, c'est ça les camarades. C'est avant le copain. Le copain, c'est celui qui partage le pain. Le camarade, c'est celui... On est embarqué dans le même bateau, dans le même cale. Et rétablir le sens de la camaraderie au travail, ça c'est réenchanter du collectif. Parce que c'est à partir de l'humain, c'est à partir de ce dont nous avons besoin. Voilà. Superbe. Le mot de la fin avant d'écouter reconnaître nos moments de vulnérabilité comme des gisements de compétences et ensuite nous donner la possibilité de désapprendre le travail tel qu'on l'a pratiqué ces dernières décennies pour peut-être apprendre une nouvelle façon de travailler. Désapprendre. Alors, 2 ou 3 questions. On a un peu plus de 5 minutes pour... donc, alors, il y a il y a des commentaires, il y a des questions qui sont quand même presque des commentaires. Par exemple, j'en prends une. Les organisations mettent en avant le besoin de recréer un collectif pour justifier la réduction, voire la suppression du télétravail. Par conséquent, elles auraient raison. Point d'interrogation. Qui veut réagir sur cette question? C'est ce qu'on appelle collectif. C'est ce qu'on appelle collectif. Oui. Le collectif dont on a parlé, en tout cas de celui dont je vais parler, c'est un collectif humain. C'est pas simplement du travail collectif. Effectivement, le fait de devoir faire des réunions, par exemple, pour moi, c'est pas un collectif de travail, ça. C'est du travail collectif. S'il y a collectif, c'est parce qu'il y a l'humanité qui passe dans le commun par le travail. Mais on peut avoir aussi, le collectif peut exister à travers le télétravail. Oui, donc complètement. Le télétravail ne détruit pas le collectif. Absolument. Après, le dosage, j'ai du mal à imaginer. Oui. C'est une question de dosage aussi. Oui, tout à fait. Et puis, la vraie question du télétravail, c'est qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ne peuvent pas télétravailler, puisque c'est quand même près de 2 tiers de la population au travail. Oui. Alors, là, je ne veux pas m'empêcher de poser la question d'un ami, Frédéric, il se reconnaîtra. Quid du bonheur au travail? On voit aussi dans différentes enquêtes les 3/4 des travailleurs heureux, voire marquant une amélioration dans le temps, ceci en France comme dans le monde. Le stress, la tension, le management vertical, la méconnaissance du travail par les chefs ne sont pas toute la réalité. Réaction?
Souvent, on a satisfaction des gens qui se disent satisfaits au travail, mais néanmoins qui vivent des conditions difficiles. Donc ça aussi, c'est un paradoxe qui est très intéressant. C'est très difficile de dire qu'on est très malheureux au travail. Et je pense qu'on connaîtra plusieurs états dans notre vie professionnelle. Il n'y a rien de définitif dans le travail. La non-linéarité en est l'illustration typique de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Moi, je ne crois pas que les gens soient dans une souffrance générale au travail. Enfin, après, il y a des sujets de préoccupation et des sujets d'attention. Et des conditions, et des conditions à mettre en œuvre. On a parlé des lieux de l'identification, du collectif, mais avec une véritable, et j'allais dire sincère, c'est un peu un mot valise, attention à ces problématiques-là, on crée les collectifs dont vous parlez, et on crée de l'investissement, au sens humain du terme, et une performance collective humaine. Moi, j'y crois très fort. Et d'ailleurs, alors après, et puis vous avez des moyens également qui, si vous parliez de partage de pouvoir, il y a aussi le partage, enfin la redistribution, le partage de la valeur économique, l'actionnariat salarié. Alors, je suis mal placé pour en parler, ou bien placé, puisque on a 18% du capital qui est détenu par la moitié des salariés. Donc, ça crée des facteurs d'identification très très forts. Il y a une discussion, là, j'étais à la session ce matin sur les retraites, et il y a une discussion autour de l'actionnariat salarié. J'ai découvert d'ailleurs que Bouygues avait une... Alors, il y a quelqu'un, André Benoît, qui pose la question, il se reconnaîtra. Le déploiement en cours de l'IA est en train de radicalement changer l'approche, reporting suivi amélioration. Cela redéploie massivement les rôles de l'encadrement intermédiaire. Et il cite un travail de ResearchGate. C'est un papier, une étude américaine apparemment. Ça vous parle, l'impact de l'IA sur la recomposition des rôles de l'encadrement intermédiaire? Ça me parle, mais ça me dit que ça dépendra de ce qu'on en fera. Parce que cette affaire de la technologie va permettre d'alléger, ça a conduit à beaucoup de productivisme. Donc l'IA peut aussi conduire à encore plus de productivisme. Avec encore plus de rapports, tout dépend de la façon de l'user. Oui, ça dépend de l'usage que vous allez faire, du temps gagné. Parce que l'IA fasse gagner du temps sur le report, ça je suis entièrement d'accord. Je pense qu'il y a de belles perspectives là-dessus. Après, qu'est-ce qu'on fait du temps gagné? C'est un peu le débat, qu'il y avait tout à l'heure. Et des gens qui auront disparu. Oui, mais c'est clair qu'on va gagner du temps. J'aimerais y associer deux adjectifs à IA, c'est une IA inclusive et une IA durable. Ça, c'est un petit peu compliqué. Alors, on va peut-être terminer, on n'est pas loin de la fin. Donc, il y a une question sur le bien commun. Ça, c'est pas mal, ça. Bonsoir. Selon vous, quel avenir pour la notion de bien commun au sein des organisations? Et sur un plan sémantique comme sémiologique, le fait de parler davantage d'entreprise que de société ne participe-t-il pas justement à ce glissement de sens qui fragilise le rapport au travail? Ça va? Non, mais c'est très bien. En effet, je pense qu'il faut qu'on sorte de ces 30 ans pendant lesquels on a parlé de valeur pour l'actionnaire, où les gens ne savent plus pour qui ils travaillent exactement, et qu'il faut remettre cette question du bien commun, par exemple la question écologique. Tous se remettre autour de la table pour transformer notre économie et la mettre au service de la reconversion écologique. Ça, c'est du bien commun. Réaction ? La notion de bien commun? Oui, la notion d'intérêt général au service du progrès social. Alors, permettez-moi une petite pensée pour les gens qui n'ont pas de travail, parce qu'on a parlé de tous les gens qui sont au travail aujourd'hui, et éventuellement la souffrance ou le bonheur, la reconnaissance ou pas. J'entends bien, et pour autant, une pensée à tous les gens qui n'en ont pas, et qui en cherchent pour d'excellentes raisons, parce que c'est aussi une façon de se réaliser. Dans l'annonce qui a été faite, puisque tu as remplacé quelqu'un qui n'a pas pu être présent aux dernières minutes, tu gères un cercle, enfin tu pilotes un cercle qui s'appelle Phoenix, et qui est un cercle qui regroupe des DRH en transition professionnelle. En transition professionnelle. Absolument, merci d'en parler. Voilà. Dernier mot, peut-être? Oui, alors bien comme intérêt général, c'est pas la même chose. L'intérêt général, il est donné politiquement... hiérarchiquement de haut en bas. Le bien commun, c'est l'ensemble des conditions qui permettent à chacun et à tous de contribuer à ce qu'ils ont défini comme étant la source de leur propre épanouissement. Donc chacun et tous. Et cette articulation chacun-tous qui peut, dans des conditions d'organisation nouvelles, peut permettre à définir un bien commun. Je crois que c'est radical aujourd'hui. C'est vraiment la question de la racine radicale. C'est quel bien commun en fait? Un mot Je crois que le bien commun, il se construit et il se partage. Et aussi bien collectivement et ensuite
Et ensuite, il est ressenti individuellement. Et se construit collectivement. Ça, moi, j'en suis convaincu. Bien. Écoutez, merci à vous quatre. C'était formidable. J'espère que les auditeurs ont été ravis. Moi-même, j'ai eu un petit problème technique, mais comme ça arrive, comme tu l'as dit, la technologie, c'est le travail réel. Donc, je vous retrouve dans 3 minutes environ, le temps qu'on change les acteurs à cette table. Et que, voilà. Donc, on vous retrouve dans 3 minutes environ. Merci. Bonsoir.